Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut, c'est Elsa de la team Relirons la Caraïbe. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau podcast où on va parler géographie. Avec Jean-Christophe Gué, nous allons discuter tourisme et territoire ultramarin. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe Gué. Bonjour Elsa, merci de votre invitation, merci de ce questionnaire, de cet entretien. Avec plaisir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous présente, vous êtes géographe, professeur des universités à l'Université Côte d'Azur, directeur scientifique de l'Institut du tourisme Côte d'Azur, ITCA, et vous avez soutenu votre thèse de géographie en 1992 sur l'étendue, les lieux et l'espace géographique pour une approche du discontinu. Depuis, vous travaillez sur la diffusion spatiale des pratiques et des lieux du tourisme, géohistoire du tourisme, et sur le monde tropical insulaire, les outre-mer français et européens. Alors, ma première question sera la suivante. Comment s'est développée votre vocation de géographe? Présentez-nous votre parcours. Alors, d'abord, j'aime pas trop ce terme de vocation, ça me rappelle une certaine géographie classique qui expliquait la spécialisation des lieux par un penchant, une inclination, une sorte de prédestination à être agricole, industriel ou touristique. Et je pense qu'on peut facilement tomber dans cette illusion biographique quand on va s'amuser à sélectionner dans sa vie, a posteriori, des éléments qui éclairent son parcours. C'est vrai que je pourrais m'amuser aujourd'hui à trouver un certain nombre d'explications a posteriori, et je pense que je pourrais aussi le faire si j'avais eu un autre destin. Donc, à mon avis, ce n'est pas une vocation. Alors, est-ce que j'étais prédestiné à être géographe? Probablement pas, mais je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs personnes que j'ai croisées dans ma vie qui expliquent finalement que j'ai fait des études de géographie et que j'ai fait ce type de recherche. Alors, d'abord, la première personne, et qui est vraiment complètement en lien avec les îles, le monde tropical, c'est François Doumange. François Doumange, donc géographe qui avait fait sa thèse d'État sur l'Océanie dans les années 60, c'est la première thèse d'État sur l'Océanie. François Doumange, en fait, avait été le professeur de collège de mon papa au début des années 50. Donc, il était jeune prof de collège et il avait fait aimer l'histoire-géographie à mon père, qui était musicien militaire par la suite. Et je pense que mon père m'a transmis le goût d'une certaine géographie. Alors, une géographie faite de numéros de chiffres de départements, de plus hauts sommets, points culminants, des capitales des grands pays, etc. Donc, ce François Doumange, en fait, il va jouer à plusieurs reprises un rôle important parce que je vais le recroiser en 1987, quand donc reçu à l'agrégation, en fait, avec mon camarade Christophe Morange, on avait été brillamment reçu à l'agrégation. L'IRD, donc l'Orstom à l'époque, nous propose d'être détaché tout de suite sur le programme de l'Atlas de la Polynésie française. Et il se trouve que François Doumange, en fait, à ce moment-là, était le directeur de l'Orstom. Donc, il nous convoque dans son bureau à Paris. Et c'est là, pour la première fois, que je vois ce monsieur qui avait tant inspiré mon papa 30 ans plus tôt. Donc, c'est assez étonnant. Et puis, par la suite, de François Doumange, je vais le côtoyer très régulièrement parce qu'il va être le directeur du musée océanographique de Monaco pendant plusieurs années. Et habitant à quelques kilomètres du musée et de chez lui, je suis souvent passé le voir dans son bureau. On a souvent discuté de problématiques insulaires, de problématiques donc surtout océaniennes. Donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué profondément, même si la géographie qu'il pratiquait n'était pas celle que je voulais faire et celle que j'ai faite. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup conseillé.
Alors ensuite, il y a eu plusieurs personnes que j'ai croisées qui m'ont énormément marqué. Je pense d'abord à Jean-Paul Ferrier à Aix. J'étais dans un institut de géographie qui était assez important, avec des professeurs de, de dimension nationale ou internationale, mais c'était une géographie très classique, une géographie très classique, très, on peut dire, vidalienne ou post-vidalienne. Et là, à Aix, il y avait un professeur qui détonnait complètement, qui était Jean-Paul Ferrier, qui m'a ouvert sur une géographie nouvelle, qui m'a vraiment ouvert sur des horizons insoupçonnés de la recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi comme directeur de thèse. Bon, ensuite, le géographe qui m'a le plus influencé dans mes réflexions, c'est Roger Brunet. Roger Brunet, qui était dans mon jury d'HDR, que j'ai croisé plusieurs fois pendant ma thèse. Ensuite, j'ai été professeur à Montpellier, donc j'étais à la maison de la géographie de Montpellier, donc j'ai vu la fin de la géographie universelle, j'ai vu le développement en ligne de MapMonde, donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, qui m'a apporté ce que j'attendais de la géographie. Moi, j'attendais une mise en ordre de l'espace, j'attendais des concepts, j'attendais des régularités, donc sa géographie chorématique avec ses formes récurrentes, en fait, ça correspondait à mon souhait. Et c'est aussi pour ça que je détestais l'histoire. Dans mes années universitaires, j'ai vraiment détesté l'histoire parce que, en fait, j'ai eu des cours sur les hérésies de l'an 1000, donc très complets, mais, ou d'autres cours très pointus, mais je ne voyais pas véritablement de loi, de règles apparaître. Et il a fallu attendre l'année de préparation d'agrégation pour vraiment trouver un historien qui m'a très marqué, c'est Philippe Joutard. Philippe Joutard qui nous avait fait un cours extraordinaire, j'en ai encore des frissons quand je l'évoque, sur la réforme et la contre-réforme. Et ce Philippe Joutard, il venait de sortir son livre sur l'invention du Mont Blanc. Et pour moi, ça a été un choc avec cette histoire des sensibilités qui émergeait à ce moment-là, histoire des sensibilités. Philippe Joutard, bien sûr, les travaux ensuite d'Alain Corbin, donc sur le tourisme, sur les paysages, sur les odeurs, sur les sons, etc. Donc, bon, ça a été pour moi un élément important pour me raccrocher à une histoire. Il y a eu aussi Jean-François Dupont, grand géographe qui dirigeait le programme de l'Atlas de la Polynésie française. Donc, on avait été détaché avec mon collègue sur cet atlas. On faisait partie de l'équipe scientifique et technique. Et Jean-François Dupont, c'est vraiment une école de la rigueur. Enfin, pour moi, ça a été une remarquable école que de travailler sur cet atlas après l'agrégation, partir sur le terrain pendant 3 ans en Polynésie française, parcourir les archipels, recueillir des données, faire des cartes. Bon, pour moi, ça a été vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde. Pour débuter la carrière, c'était vraiment formidable. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a la rencontre avec Rémi Knafou. Rémi Knafou, donc, qui était directeur de recherche au CNRS, puis qui est passé professeur à Paris 7, puis Paris 1. Donc, et là, autour de Rémi Knafou, on a constitué cette équipe du MIT, je pense que sur laquelle on reviendra. Tout à fait. Donc, l'équipe du MIT. Et donc, où on s'est lancé dans une véritablement réflexion nouvelle sur le tourisme au travers de plusieurs essais, de plusieurs articles. Alors, j'ai moins côtoyé Jacques Lévy et Michel Busseau, que je croise assez régulièrement, mais j'avoue que je les tiens dans une très grande estime et pour moi, c'est une très belle géographie qu'ils font. Et puis, à côté de ces géographes, bon, il y a quelques lectures, il y a quelques scientifiques, quelques intellectuels qui m'ont beaucoup inspiré. Alors, il y a Roger Caillois, d'abord, sur les jeux et les hommes, sur l'homme et les dieux. Il y a Norbert Elias, le grand historien, donc, sur le processus de civilisation. Il y a Erwin Goffman, donc, sur tout ce qui est micro-espace, sa sociologie interactionniste. Et il y a Pierre Bourdieu, sociologue, qui m'a aussi beaucoup influencé. C'est quelqu'un que j'ai lu, je me souviens, j'ai lu La Distinction au moment où il est sorti, donc j'étais au lycée à ce moment-là,
et c'est vraiment un choc pour moi. La distinction, la lecture de la distinction, ça a été un choc, une prise de conscience de ma position sociale, et de tous ces jeux sociaux, donc jeux de domination entre les classes sociales. Donc bon, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et qui continue de nourrir ma réflexion de géographe. J'ai été peut-être un peu long. Non, c'est parfait. Alors justement, en lien avec cette question, comment s'est faite l'évolution de votre champ de recherche? Alors, l'évolution de mon champ de recherche, en fait, ça part des discontinuités. Je pense que Oui. l'amour de ma vie, c'est les discontinuités spatiales. Voilà. Ça sera le fil conducteur de ma carrière. Je pense que je pense que c'est un des thèmes fondamentaux de la géographie, peut-être au même titre que la diffusion, la diffusion spatiale. Donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite fasciné. J'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. J'ai fait ma thèse donc là-dessus, dirigée par Jean-Paul Ferrier. Donc, il y avait Roger Brunet dans le jury, il y avait Jean-François Dupont, donc il y avait Olivier Dolphus. Donc au départ, je suis vraiment sur une réflexion sur les discontinuités, mais bon, c'est un thème où j'étais seul à l'époque. Il y avait Brunet qui avait fait son doctorat, sa thèse secondaire sur le phénomène, mais c'était plus les discontinuités temporelles au sein de phénomènes géomorphologiques. Mais il avait réfléchi aux limites, etc. On le voit dans sa chorématique. Et donc, ensuite, je pars en Polynésie, et là, je travaille sur l'insularité. Et donc là, je vois une autre manière d'aborder les discontinuités par la fragmentation des espaces insulaires. Donc, je reviens dans l'Hexagone, je soutiens ma thèse. Et là, donc, je rencontre par hasard Rémi Knafou qui me propose donc de travailler sur le tourisme. Alors, il faut savoir que m'avait proposé cela parce qu'au sein de l'équipe scientifique et technique de l'Atlas de la Polynésie française, en fait, on nous avait donné un certain nombre de thèmes à traiter. Et donc, j'avais choisi celui du tourisme qui m'intéressait parce que à cette époque-là, le tourisme, il y avait toute une géographie des représentations qui se développait. Et bon, c'était assez suggestif, assez séduisant pour un jeune géographe de travailler sur ces questions-là. Et donc, j'avais fait la notice sur le tourisme en Polynésie française dans l'Atlas. Donc, Rémi Knafou, spécialiste du tourisme, le sachant, m'avait proposé d'intégrer cette équipe. Et bon, à partir de là, j'ai intégré l'équipe qui s'est appelée MIT par la suite. Donc, on était 3, 4, 5 jusqu'à 8, 10. Et là, bon, là, c'est vraiment une aventure scientifique extraordinaire, puisque en fait, c'est une équipe qui a fonctionné pendant 15 ans autour de Rémi Knafou, une équipe on avait pour objectif en fait de remettre à plat la recherche en tourisme. Donc on a écrit à 8 des ouvrages signés collectivement, équipe MIT, donc on voulait qu'il n'y ait pas de nom qui apparaisse. C'était vraiment un travail d'équipe et je peux vous dire qu'on a écrit c'était moins facile qu'aujourd'hui parce qu'il y avait c'était moins simple de se transmettre les fichiers. Donc, on a travaillé donc sur Tourisme 1, Tourisme 2, Tourisme 3 d'une manière collective. On se réunissait tous les mois, voire tous les 15 jours. Bon, c'est vraiment une aventure personnelle, individuelle, des amitiés qui ont, à mon avis, changé la réflexion sur le tourisme. L'approche scientifique du tourisme elle a été bouleversée par nos travaux. Et donc, bon, le départ de Rémi Knafou à ETEM, l'équipe MIT, mais on continue chacun de notre côté de prolonger ce travail sur des aspects divers. Donc, le noyau de l'équipe MIT aujourd'hui se trouve à Angers parce que bon, il y a l'ESTUA, l'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'Angers, qui est la plus grosse école en tourisme en Europe, puisqu'il y a presque 4000 étudiants aujourd'hui. Donc là, bon, les anciens du MIT sont essentiellement là, mais certains ont se dispersé. Mais je pense que la réflexion du MIT est toujours là.
on essaye de l'entretenir. En tout cas, je pense que ça a infusé aujourd'hui la recherche en tourisme. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la géographie des Outre-mer français. Nous avons vu à l'instant que le thème de la discontinuité est au cœur de vos travaux. Pourquoi est-ce pertinent, selon vous, de les étudier dans une approche comparative? Alors, en fait, l'outre-mer est arrivé plus tard dans mes recherches. Hein. Donc, j'avais été détaché à l'Orstom à Tahiti sur cet atlas. Et ensuite, j'ai été recruté pendant 5 ans. J'ai été maître de conférence à La Réunion. Et donc, pour l'Atlas, j'avais travaillé dans le Pacifique. J'étais allé en Nouvelle-Calédonie, à Wallis. À La Réunion, j'avais travaillé aussi à Mayotte. Et donc, ensuite, je suis élu professeur en 2000 à Montpellier 3. Et là, à Montpellier 3, vu mon parcours, on me demande de construire un cours pour les étudiants en CAPES et agrégation, de construire un cours solide sur l'outre-mer. Et donc, je commence à travailler, puis je me rends compte que en fait, ce que je lis ne me satisfait pas. Donc, ça ne me satisfait pas. Et finalement, je décide d'écrire un bouquin. En même temps que je fais ces cours, je décide d'écrire un livre qui paraît chez Belin en 2003, qui essaye de montrer, parce que moi, ce qui m'étonnait beaucoup dans l'outre-mer, alors je connaissais un peu les Antilles pour y être allé à plusieurs reprises, mais ce qui m'étonnait beaucoup, c'est que l'approche, en fait, c'était une approche encore très, on va dire, régionale. Hein. On étudiait, alors j'ai toujours en tête cet ouvrage qu'on m'avait offert pour ma communion solennelle, qui était La France d'outre-mer, en découvrir la France, qui était paru en 1974, cette magnifique collection dirigée par Roger Brunet. Et donc, vous aviez des grands auteurs sur l'outre-mer, De Fosse-Dureau pour La Réunion, Lasserre pour les Antilles, etc. Hein. Bon, vous connaissez cet ouvrage. Hein. Oui. Et en fait, l'outre-mer était abordé d'une manière fractionnée. Il y avait les Antilles d'un côté, La Réunion, l'océan Indien, le Pacifique. Bon, on voyait plus les différences à l'échelle régionale, avec, si vous voulez, en arrière-plan, une sorte de déterminisme régional, que les ressemblances. Et moi, ce qui m'intéressait à l'outre-mer, c'était finalement les points communs, hein, qui étaient spectaculaires. Hein. Quand on allait au Fort-de-France ou à Saint-Denis de la Réunion ou à Papeete, il y avait des ressemblances très fortes dans les paysages. C'était des lieux qui avaient cette relation à l'Hexagone, à la métropole, pour être moins politiquement correct, cette relation de dominant à dominé qui a véritablement façonné ces territoires, elle était, à mon avis, peu analysée. Et c'est là-dessus que j'ai voulu insister. Donc, sur finalement le fait que ce sont des territoires qui sont inextricablement liés à l'Hexagone, avec ce rapport dominant-dominé qui est toujours présent dans leur dénomination. Le terme de l'outre-mer, bon, vous le savez bien, hein, Okay. et bien sûr quelque chose qui est métropocentré. Hein. Donc, c'est un regard de la métropole sur l'outre-mer, et aussi ce regard, en fait, il m'intéressait parce que moi aussi, j'étais dans une situation de dominat à dominer à l'échelle de l'Hexagone. Socialement, je viens de milieux plutôt modestes, premier bachelier dans la famille, d'un espace qui était très excentré par rapport à Paris. Je fais mes études dans un collège, un lycée de REP+, hein, à la Seine-sur-Mer. Donc, et donc, ce rapport, je le sentais finalement ultramarin par rapport au métropolitain. C'est un peu le rapport du provincial par rapport au parisien ou au francilien. Donc, ce rapport de domination, en fait, sur lequel j'ai beaucoup insisté dans la première partie de mon livre qui est paru en 2021, donc chez Armand Collin, c'était un des éléments sur lesquels je voulais travailler. Et donc, à mon avis, l'approche comparative, elle permettait de faire de repérer tous ces éléments-là. Voilà. Et l'approche par les régularités me semblait défaillante à ce moment-là,
Donc, en début des années 2000, j'ai décidé d'écrire ce bouquin chez Belin, qui aujourd'hui, bon, a posteriori, quand le feuillette, bon, je le trouve plein de défauts. Hein. Oui, il m'a fallu du temps pour réécrire là-dessus. Donc, et j'ai profité de la Covid-19, donc du premier confinement donc de mars-avril 2020 pour rédiger donc en 2 mois cet ouvrage qui a été publié chez Armand Collin. Donc là, j'avais 2 mois complètement en isolement pour revenir sur l'outre-mer. Voilà. Et qu'est-ce qui change entre les deux, justement, entre les deux publications? Je pense que je suis moins mauvais. J'ai essayé d'enlever certains défauts. Je pense que j'ai été plus attentif à la question des populations, la distinction entre ces outre-mer qui sont nés de l'esclavage, hein, et les outre-mer, vous avez des populations autochtones. Hein, donc, c'est des sociétés qui sont complètement différentes. Hein, et donc, le rapport à la métropole est différent. Les questions socio-économiques sont très différentes. Alors, de votre point de vue de géographe, quels sont les atouts de ces territoires ultramarins selon vous? Alors, bon, ce n'est pas une question que j'apprécie beaucoup, la question Pourquoi? sur les atouts. Pourquoi? D'abord parce que je trouve que les réponses à cette question, elles sont souvent convenues, elles sont peu scientifiques. Finalement, on a plutôt une approche journalistique quand on aborde cette question d'atouts, de contraintes. Et puis en plus, finalement, les réponses, elles sont souvent réversibles parce que, bon, les atouts peuvent devenir des inconvénients, puis les inconvénients sont en même temps des atouts. Bon. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point sur le problème que pose cette question, c'est finalement que c'est une question qui est gênante pour l'outre-mer parce que quand on pose ces questions sur l'outre-mer, mais ce n'est pas votre cas, mais dans l'Hexagone, quand des gens me posent cette question, en fait, en filigrane, j'ai l'impression qu'il faut justifier aux yeux des Français l'appartenance des Outre-mer à la France et le coût, leur coût. Bon, voilà. On sait que les Outre-mer coûtent très cher, voilà, ça fait partie des idées reçues. Et bon, ben, ici, il y a des atouts, donc ça justifie leur appartenance. Et alors là, on va retomber sur des réponses qui portent sur les richesses naturelles, la Nouvelle-Calédonie, les zones économiques exclusives, la présence de la France sur tous les continents. Bon, vous voyez, ce genre de choses qui, moi, me dérangent, hein, qui, à mon avis, ne relèvent pas de démarche scientifique. Voilà pourquoi c'est pas une question qui me semble très pertinente. Oui, c'est très intéressant que vous en parliez ainsi, puisque j'ai souhaité quand même la poser. C'est quand même une des thématiques qui reviennent constamment sur les territoires ultramarins, y compris dans les programmes scolaires en géographie, d'ailleurs. Je réagis à ce que vous dites. Oui. C'est rare qu'on me pose ces questions sur des territoires hexagonaux. Exactement, tout à fait. Vous voyez, on ne va pas demander quels sont les atouts de l'Ariège ou de la Côte d'Azur. Alors qu'on va poser la question sur les atouts de la Caraïbe, des Antilles françaises. Et donc, comme on l'a dit précédemment, vous avez travaillé beaucoup finalement sur le tourisme au sein de l'équipe MIT. Qu'est-ce que les géographes ont à apporter à son analyse, à cette activité tourisme qui en général est avant tout perçue comme une activité liée à l'économie, à des thématiques un peu plus économiques? Qu'ont apporté les géographes à l'analyse du tourisme? Alors, bon, là, vraiment, si on peut rentrer au cœur de la machine MIT, le point de départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bon, une sorte d'insatisfaction vis-à-vis de ce qui avait été écrit sur le tourisme, et notamment
à géographie du tourisme, donc au début des années 90, où on avait encore un discours très déterministe. On construisait des ouvrages sur le tourisme littoral, le tourisme de montagne, le tourisme vert. Donc, on classait finalement les lieux touristiques en fonction donc, du milieu physique qui les accueillait. Donc, il y avait une sorte de prédestination, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de ces territoires. Ils étaient prédestinés à accueillir des gens qui allaient se baigner. Donc, l'équipe Mythe, en fait, a essayé de déconstruire, pour utiliser un terme un peu à la mode, hein, qui a été donc, mis au goût du jour par Jacques Derrida. On a essayé de déconstruire un peu tout ça. Alors, on a essayé de déconstruire un peu tout ça, d'abord en critiquant les idées reçues sur le tourisme. Ça a été le premier ouvrage, hein, Tourisme, un lieu commun, hein, qui est paru au début des années 2000. Donc là, c'était un ouvrage un peu au vitriol sur toutes les bêtises qu'on lisait sur le tourisme. Et puis après, on a travaillé beaucoup sur les questions de processus de civilisation, sur les réflexions sur la distinction entre tourisme et loisirs, pour éviter les amalgames. On a beaucoup travaillé sur la typologie des lieux touristiques. Ça, je pense que c'est un gros acquis de l'équipe Mythe, c'est-à-dire qu'on rompait avec ces approches déterministes pour essayer de comprendre en fait quelles étaient les caractéristiques des lieux touristiques, non pas au travers du milieu qui les accueillait, du milieu naturel, mais est-ce que c'était des lieux ou dans lesquels les touristes et les visiteurs n'étaient que de passage? À ce moment-là, c'était des sites touristiques. Est-ce que c'était des lieux où on pouvait habiter? Et en même temps, touristique, à ce moment-là, c'était les stations touristiques. Est-ce que c'était des lieux qui avaient été créés avant le tourisme et qui étaient aujourd'hui investis plus ou moins fortement par le tourisme? À ce moment-là, ça pouvait être des villages, des villes, des métropoles touristifiées. Est-ce que c'était des lieux où il n'y avait que des touristes et où les gens ne pouvaient pas habiter? À ce moment-là, c'était des comptoirs. Donc, vous voyez cette typologie qui était basée sur l'absence, présence d'hébergement, de capacité d'hébergement et d'autres critères. Pour nous, ça a été quelque chose de très important. Et comprendre, et ça aussi, ça a été, à mon avis, un acquis de l'équipe Mythe, comprendre comment les lieux touristiques évoluent. Donc, vraiment utiliser les approches géohistoriques qui se développaient, notamment, on pense à Christian Grattalou, qui a fait partie d'une sorte de satellite du Mythe, puisqu'il était collègue à Paris 7 de Rémy Knafou. Donc, Christian Grattalou qui avait développé sa démarche géohistorique, hein, qui nous a beaucoup inspiré. Et le résultat de tout ça, c'est ce concept de moment de lieu qui ne me semble pas assez aujourd'hui utilisé. Mm-hmm. Mais qui est, à mon avis, le concept le plus fécond qu'a créé l'équipe Mythe, c'est-à-dire c'est l'émergence, pourquoi, dans certains lieux, à un moment donné, émergent de nouvelles pratiques et comment les pratiques et ce modèle de lieu vont se diffuser. Ce n'est pas seulement la pratique, mais le modèle de lieu. Et donc, on avait mis en évidence une trentaine de moments de lieu dans l'histoire du tourisme, avec donc des modèles de lieux qui se diffusent, tels que le modèle de Riviera, tels que les modèles de lieux de tourisme jet-set avec Saint-Tropez années 50, etc., ou les stations intégrées de montagne qui vont devenir donc un moment de lieu qu'on va reprendre, qui va être repris donc en Corée, au Japon, etc. Donc, l'idée qu'il y a des modèles de lieux qui se diffusent et que peu importe que le lieu soit en bord de mer ou à la montagne, en fait, ce qui compte, c'est comment ces lieux évoluent et de voir qu'en fait, c'est pas le milieu naturel qui décide du tourisme. Ce sont les hommes qui, par leur pratique, donnent des qualités à certains lieux. Ces qualités, elles disparaîtront probablement dans l'avenir, probablement que le bain de mer disparaîtra, je ne sais pas quand, dans quelques siècles. Le bain à la lame a disparu, donc ce bain à la lame qui était pratiqué pour des raisons thérapeutiques. Bon, mais
le littoral, sur le littoral, on a remplacé par le bronzage, par d'autres pratiques, hein, le bain dans l'eau chaude. Donc, voilà, c'est les hommes qui donnent une valeur au lieu, hein, et je pense que ça, c'est un élément important dans la réflexion de l'équipe mythe, hein, sortir de ce déterminisme pour entrer dans une réflexion plus basée sur la géohistoire, sur l'histoire des sensibilités. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'histoire des sensibilités. Donc, je parlais de Norbert Elias, d'Alain Corbin, qui sont pour nous des auteurs très importants pour comprendre les lieux. Et là, on rejoint des travaux d'anthropologues, d'historiens du tourisme, hein, anglo-saxons ou scandinaves, qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Lofgren, je pense à d'autres historiens anglais, Walton, Towner également, John Towner. Alors, que pouvez-vous nous dire de la place et des effets du tourisme dans les Outre-mer français? C'est assez contradictoire à ce que je vais vous répondre. À la fois, le tourisme est important, hein, en Outre-mer. C'est une activité qui n'est pas négligeable, mais en même temps, ce sont des destinations qui sont très faibles, hein, à l'échelle dans le contexte de la Caraïbe ou de l'océan Indien ou du Pacifique. Bon, on voit que les destinations ultramarines sont des destinations secondaires, des destinations qui ne se sont pas développées à la même vitesse que les autres, hein, qui se sont désinternationalisées aussi. Il faut savoir que dans les Antilles françaises, la part des étrangers, des Nord-Américains en particulier, était beaucoup plus forte dans les années 70 qu'aujourd'hui. Hein. Donc, tous ces aspects-là, en fait, qui sont communs à l'ensemble des Outre-mer, traduisent en fait un manque de compétitivité, hein, un manque de visibilité aussi de ces territoires à l'échelle internationale et dans un monde de plus en plus, dans un monde touristique où la concurrence augmente, et la part de marché, pour employer donc une expression économique, la part de marché des Outre-mer français a beaucoup décliné. Alors, selon vous, dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle, comment le tourisme peut-il demeurer un moteur de développement de ces territoires? Le tourisme, probablement, va reprendre, il a déjà repris, il reprendra très fortement. Alors, il y en a qui pensent qu'il va reprendre encore plus fort qu'avant. Donc, les touristes vont revenir. Ils vont revenir. Dans un premier temps, il ne devrait pas y avoir de grosses modifications en Outre-mer. Bon, avec des variations, hein, suivant les Outre-mer. Les contextes sont différents. Aux Antilles, les crises sociales peuvent jouer en défaveur d'un retour des touristes. Bon, c'est sûr que ce qui s'est passé en Martinique, en Guadeloupe, n'a pas joué en faveur de ces destinations. Mais bon, la Martinique et la Guadeloupe en ont vu d'autres et les touristes sont revenus. Donc, bon, après, ce qui est très intéressant à voir, c'est que pendant ces 2 années, bon, il y a eu des processus de rééquilibrage. En fait, les tours opérateurs, les compagnies aériennes au sein de l'outre-mer, suivant les phases de la pandémie, suivant qu'on avait une vague ou pas, suivant que le territoire était plus ou moins à l'écart, bien on jouait sur tel territoire au détriment d'autres, hein, qui étaient plus ou moins fermés. Et donc, bon, là, vous avez des compagnies aériennes nationales qui ont joué clairement à certains moments la Polynésie, donc au détriment des Antilles françaises, parce qu'en Polynésie, au cours des premiers mois, on était quand même à l'écart de la pandémie. Et puis, à d'autres moments, donc il y a eu des basculements comme ça qui se sont opérés. Après, dans le contexte plus global, hein, de l'émergence de considérations environnementales, là, je pense qu'il va y avoir des
des redistributions du tourisme sur le moyen et sur le long terme. Je pense que l'outre-mer français n'est pas mal placé. Hein. Son gros problème, c'est la question de la compétitivité. Oui, c'est ça. En même temps, il a des atouts, la question de la sécurité, qui est un atout fondamental. Je pense qu'il y a des points positifs. Après, bon, je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais je crois que le tourisme en outre-mer va progressivement peut-être il y a aujourd'hui, bon, cette non-compétitivité fait qu'on ne pourra pas revenir sur le fait que, bon, pour une certaine hôtellerie, une hôtellerie de niveau international, donc le type de tourisme, je pense que l'outre-mer n'a pas ses chances. En revanche, là où l'outre-mer a des cartes à jouer, c'est sur un tourisme plus intégré. Un tourisme plus associé aux habitants, un tourisme dans des petites structures, un tourisme avec, je sais pas, des écologes de luxe, par exemple, qui manquent aujourd'hui, soit en Guyane ou dans le Pacifique. Bon, c'est peut-être là-dessus qu'on peut gagner des éléments. Mais je pense que sur l'hôtellerie internationale, bon, le combat va être très difficile sur la grande hôtellerie internationale. Oui, où la concurrence est plus importante. Nous arrivons au bout de notre échange. Nous rappelons à nos auditeurs que vous avez publié récemment La France d'outre-mer, terres et parts, ces sociétés vivantes, paru chez Armand Collin. Et puis, ils pourront trouver toute une bibliographie détaillée sur notre site concernant vos nombreuses publications, en particulier ces copublications au sein de l'équipe Mythe dont nous avons parlé. Nous vous remercions énormément pour ces échanges. Chères auditrices et auditeurs, c'était Elsa et je vous dis à bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. à écouter, à regarder et à lire.